Ok, ben je pense qu'on va démarrer et puis les gens vont se connecter au fur et à mesure. Donc, bienvenue dans ce webinaire M Capital, la biodiversité, un enjeu majeur pour le tourisme et l'immobilier. Et c'est effectivement un enjeu dont il faut se saisir. Alors, merci déjà à tous ceux qui se sont déjà connectés, à ceux qui sont en train d'arriver, puisque je vois que ça continue à monter, et de participer à cette séance avec nous aujourd'hui. Merci en particulier, évidemment, à nos panélistes, à Kevin Mozas et Mathieu Colletter de l'agence Blooming, d'avoir accepté de partager avec nous leur vision, un peu de leur connaissance. Évidemment, en si peu de temps, on va en avoir qu'un tout petit peu. Je sais, Kevin, que tu vas être très frustré aujourd'hui de ne pas pouvoir en partager davantage. Mais évidemment, les participants aujourd'hui pourront évidemment prendre rendez-vous avec vous s'ils ont envie de poursuivre ces échanges. Et puis, évidemment, vous allez aussi nous parler de solutions. Alors, on va avancer sur notre PowerPoint. Voilà, alors on va se présenter rapidement. Donc, Kevin Mozas, tu es cofondateur et président de Blooming. Oui, Mathieu Collier, qui est avec nous aussi, est aussi cofondateur et directeur général. Et puis, bonjour à tous. bonjour Mathieu. Et puis, moi-même, Carole Morage, je suis co-directrice du Lab ESG, qu'on appelle le Labo M, de M Capital, dont je vous dirai deux mots juste après. Alors, juste avant de commencer, je vais vous donner quelques informations techniques, on va dire, sur le webinaire. Donc, on démarre par l'intervention de Kevin et Mathieu. Et puis, tout à la fin, nous aurons un moment de questions-réponses qui peut se faire dans l'onglet que vous avez en bas de votre écran, Q et R. Donc là, vous pouvez vous poser vos questions à l'écrit puisque on vous demande évidemment de couper vos micros pour plus de confort auditif. Et donc, nous répondons à toutes les questions. Enfin, c'est surtout Kevin et Mathieu qui répondront à toutes vos questions. Enfin, autant que possible, on va dire. Peut-être qu'on n'arrivera pas à répondre à tout à la fin de leur intervention. Et puis, évidemment, vous pourrez visionner le replay du webinaire à tout moment puisque vous aurez vous aurez un lien qui vous sera envoyé par mail après cette séance. On va pouvoir avancer. Alors, d'abord, je vais vous parler, je vais vous dire un petit mot sur M Capital et puis ensuite sur son lab ESG. Alors, qui sommes-nous chez M Capital? Eh bien, en fait, déjà, on a la particularité d'utiliser des capitaux mixtes publics et privés pour une société d'investissement. Ce n'est pas toujours le cas. On a un engagement fort qui est de créer des économies de croissance résilientes et inclusives. Donc, dans ces deux mots, vous voyez déjà quel est l'engagement ESG de M Capital. Et on a un volet fort humain et environnement. Et on travaille autour de 4 métiers que sont l'immobilier, la dette privée, métier dans lequel on a des fonds de tourisme. Et puis, on a un métier qui est le venture et le private equity, sachant qu'aujourd'hui, on a un focus sur l'immobilier et le tourisme, donc sur les deux premiers métiers. Alors, notre ambition, dans le cadre de notre mission d'investissement responsable, eh bien, M Capital a la volonté de réaliser un net zéro en 2040 et devrait évidemment pour la mixité, l'égalité des chances et la diversité, ce qu'on a appelé nous people first, c'est-à-dire que nous mettons l'humain au centre de nos préoccupations, aussi bien en interne qu'en externe. Je vais vous parler un petit peu du labo que nous avons créé. Donc, dans le cadre de cette mission People First et Net Zero, eh bien, en fait, M Capital a créé un labo, un lab ESG, ESG pour environnement social et gouvernance. On appelle ça aussi RSE, qui veut dire à peu près, on va dire la même chose. Le labo M, en fait, a pour but d'accompagner les structures qui sont financées par la société d'investissement pour une meilleure performance ESG, mais de façon très concrète. En fait, on est un outil très concret qui est structuré en fait autour de plusieurs activités. D'abord, c'est l'information autour d'une veille que nous faisons sur les solutions environnementales, sociales et gouvernance. Blooming, d'ailleurs, fait partie de ces solutions aujourd'hui. Donc, on fait une veille sur ces solutions et puis ensuite, on informe les sociétés qui sont financées par M Capital de ces solutions
pour à la fois informer, comme je viens de le dire, mais aussi pour inspirer les porteurs de projets. Et notamment, on a un focus sur le tourisme et l'immobilier aujourd'hui. L'idée, c'est de les accompagner pour faire un point sur leur stratégie ESG. C'est pour les aider aussi à poser et à améliorer leurs performances autour de plans d'action, autour d'audits et de plans d'action qu'on peut les aider à réaliser, ces actions autour des solutionneurs que nous avons repérés et inscrits dans un annuaire qui est aujourd'hui en ligne, que vous pouvez trouver sur le site web de M Capital, qui est dans l'onglet Labo M. Donc, un annuaire de solutionneurs qui va évidemment s'étoffer au fil du temps pour pouvoir vous aider à passer à l'action lorsque vous avez une stratégie ESG. Alors, Blooming, donc, comme je le disais tout à l'heure, fait partie des solutionneurs repérés par M Capital dans son labo. Et vous êtes les premiers à intervenir, Blooming, vous êtes les premiers à intervenir en webinaire avec nous. Et évidemment, nous en ferons plein d'autres, donc je préviens les personnes qui nous écoutent, nous en ferons d'autres et nous ferons d'autres événements autour du labo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de biodiversité et eh bien, je vais laisser la parole à Kevin tout de suite qui va pouvoir nous présenter Blooming et tout ce que vous faites, sachant que moi j'ai bien aimé une phrase que vous avez dite qui est on parle beaucoup de l'empreinte carbone et on parle beaucoup moins de l'empreinte biodiversité, mais en fait il y a un enjeu très important sur cette empreinte. Merci pour cette introduction, Carole. Effectivement, ça va être tout l'enjeu. Alors, j'ai 30 minutes, donc il y a du challenge. Mais merci encore une fois à M Capital d'avoir mis le sujet biodiversité à l'agenda. On va le voir, c'est un sujet majeur dont on prend conscience de plus en plus à tout niveau. Et donc, l'objet aujourd'hui, ça va vraiment être de voir comment déjà comprendre les fondamentaux, comment on peut agir et comment on peut structurer et valoriser ces actions en faveur de la biodiversité en tant qu'entreprise de l'immobilier ou du tourisme. Quelques mots sur Blooming. Donc, nous, on est un cabinet de conseil, on accompagne les entreprises, les acteurs économiques de manière générale dans l'intégration et la valorisation des enjeux liés à la biodiversité. Donc, pourquoi? C'est un peu ce qu'on va voir pendant cette demi-heure, parce que c'est une approche transversale de tous les enjeux environnementaux et parce que c'est une alliée indissociable de l'économie sans laquelle nous ne pourrions rien faire. Donc, nous, on a créé plusieurs portes d'entrée pour pouvoir permettre à des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, de se saisir de cet enjeu-là. Donc, que ce soit par des sensibilisations ou des formations, peuvent être sur mesure ou webinaires, ou conférences, etc. Peut être plus au niveau stratégique. Donc, au niveau stratégique, ça va être des mesures d'empreinte biodiversité, comme on peut faire des mesures carbone, avec bilan carbone. Donc là, c'est un sujet qui est très intéressant aujourd'hui pour mettre les deux sujets au même niveau d'enjeu. Ça peut être des aménagements très concrets donc sur les sites. Et puis des labels et reconnaissances qui sont des outils souvent de structuration des initiatives. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, ça va être de voir d'abord comment la biodiversité est au cœur des préoccupations. Quel est le rapport entre nous et la biodiversité, qu'est-ce qu'elle nous apporte finalement? D'abord, qu'est-ce qu'elle est, en quel état elle est, cette biodiversité, et ce qu'elle nous apporte? Comment nos activités, à nous humains, impactent cette biodiversité? Donc là, on est vraiment sur l'acquisition des fondamentaux pour mieux comprendre ensuite comment agir. Quels sont les risques qui sont liés à cette pression exercée par la biodiversité, mais aussi les opportunités qui peuvent en découler? Comment on peut agir concrètement? Alors évidemment, on ne pourra pas tout voir, mais c'est vraiment donner des pistes de comment faire. Et puis, également des pistes pour structurer et valoriser ces actions en tant qu'entreprise de l'immobilier ou du tourisme. Donc, sans plus attendre, la biodiversité, elle est au cœur de préoccupations. Je pense que chacun de nous, déjà là, de manière intuitive. Et puis, aujourd'hui, on ne peut plus allumer la télé, la radio ou un journal sans qu'on parle de nature, de biodiversité. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré. La biodiversité, qu'est-ce que c'est? C'est souvent utile quand même de le rappeler. La biodiversité, ce ne sont pas que des espèces emblématiques en danger, type éléphant ou baleine. C'est vraiment l'ensemble des êtres vivants et les écosystèmes dans lesquels ils vivent et leur interaction entre eux. La définition de l'Office français de la biodiversité. La biodiversité, elle a trois composantes. C'est important de le savoir aussi pour mieux appréhender cette complexité parfois. On a la diversité des espèces,
Donc là, c'est suffisamment explicite. On a la diversité des gènes, et donc cette diversité génétique au sein des espèces, c'est ce qui va leur conférer leur résilience, donc la capacité de s'adapter au changement. C'est crucial dans les temps qui courent. Et puis la diversité des écosystèmes. Un écosystème, c'est un environnement, un biotope, constitué des êtres vivants qui s'y reproduisent, s'y nourrissent, y habitent, et des interactions entre ces êtres vivants et leur milieu. Donc ça, ce sont les écosystèmes. La diversité des écosystèmes nous apporte toute une diversité de services qu'on va le voir. Donc, diversité spécifique, diversité génétique et diversité écologique sont les trois composantes de ce qu'on appelle la biodiversité. Les grands écosystèmes, vous les connaissez, donc milieux forestiers, littoraux, zones humides. Donc, ce sont les grands, même milieux urbains, hein, ce sont les grands écosystèmes connus. Mais un écosystème, en fait, ça peut être une mare, un arbre, un champignon, les intestins ou la planète Terre. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est cette notion d'interaction entre des êtres vivants dans un milieu défini. Donc, la biodiversité, on a beaucoup parlé climat et on continue à parler climat avec raison ces dernières années. Mais depuis 2019, on ne peut plus ignorer notre impact sur la biodiversité et surtout le niveau d'impact. Depuis le rapport de l'IPBES, qui est donc le rapport issu, qui est l'équivalent du GIEC, hein, mais pour la biodiversité, qui a fait donc un pavé dans la mare, si on peut dire, sur les 8 millions d'espèces estimées sur la planète, il y a aujourd'hui déjà 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction. On a un rythme d'extinction qui est des dizaines, voire des centaines de milliers supérieur ou plus rapide que les 10 derniers millions d'années. On peut rajouter à ça quelques chiffres, donc le rapport en est plein, mais les 3/4, donc 75% de la superficie de la planète et des terres hein, sont significativement dégradées. Et puis on sait avec l'indice planète vivante de WWF, par exemple, que 68% des vertébrés ont disparu. C'est-à-dire en termes d'abondance, on avait dans une zone 100 oiseaux dans les années 70, il n'y en a plus que 32. Et ça, c'est lié à la dégradation des environnements de vie qui rend beaucoup plus difficile l'épanouissement de la biodiversité. Alors, la biodiversité, c'est un enjeu planétaire. On le voit au travers des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, il y a 2 objectifs sur les 17 qui sont exclusivement consacrés à la biodiversité, ce qui donne la mesure de l'enjeu. C'est les objectifs 14 et 15 qui sont relatifs à la protection de la biodiversité aquatique et la biodiversité terrestre. On a un agenda international qui court depuis 2020, on espère enfin qu'il se concrétise, puisque la COP 15 biodiversité devait avoir lieu en 2020 en Chine. Elle aura lieu, on l'espère, elle a été repoussée plusieurs fois, fin août, début septembre, toujours en Chine, repoussée à cause de la pandémie, sans ironie. Cette COP 15, donc vous connaissez sûrement les COP liées au climat, eh bien, il y a des COP aussi pour la biodiversité, puisque ce sont des conventions, les 2 climat et biodiversité, qui sont nées ensemble à Rio en 92. Et celle, la COP 15, ça va être un peu l'équivalent de l'accord de Paris pour le climat. Vont être négociés et définis les objectifs internationaux en termes de préservation de la biodiversité d'ici 2030 et 2050. Donc, des enjeux importants qui vont ensuite être déclinés dans chacun des pays. Le tourisme et l'immobilier est aussi évidemment impliqué, comme tous les acteurs économiques, dans ce défi des ODD, notamment le tourisme dans l'ODD 8, l'objectif 8.9, qui est d'élaborer un tourisme durable. Donc, il y a vraiment cette notion de transformer le tourisme de manière à le rendre durable. Et puis, l'immobilier, au travers de l'objectif 11, ville et communauté durable, qui est de renforcer l'urbanisation durable pour tous et de préserver le patrimoine naturel mondial. Si on revient en France, il y a une montée en puissance des lois, réglementations liées à la biodiversité. Donc, on n'est pas allé trop en arrière, mais déjà en 2016, la loi biodiversité avec le principe ERC, dont vous êtes beaucoup soumis hein, à la séquence d'éviter, réduire, compenser. Plus proche, la loi énergie-climat, l'article 29, et là, ça concerne peut-être plus M Capital, mais c'est effectivement l'obligation de faire du reporting sur le sujet biodiversité en tant qu'investisseur qui prend des participations dans des autres entreprises. Donc ça, c'est nouveau, et ça, c'est à partir de maintenant. Et puis, on a la loi climat résilience qui a introduit des sujets très spécifiques qui vont concerner l'immobilier, notamment sur l'obligation de solariser, enfin mettre de l'énergie solaire du coup, ou de végétaliser
des nouvelles surfaces, donc les nouvelles toitures hein, de locaux commerciaux notamment. Et puis, le principe de zéro artificialisation nette qui va fondamentalement structurer l'approche de l'urbanisation à venir. Et enfin, fin 2021, le plan Destination France, qui est un plan de reconquête hein, du tourisme, qui stipule de viser d'abord de faire de la France une championne du tourisme durable et de passer de 90 millions à 100 millions de visiteurs par an. Alors pour concilier les deux, il va absolument falloir protéger les écosystèmes parce que ce sont ces écosystèmes qui font la richesse de notre attractivité. Donc, on ne pourra pas faire l'impasse dessus. Donc, la biodiversité, elle est un sujet de préoccupation, on l'a vu, elle s'introduit dans les lois, les réglementations, dans les médias, mais finalement, elle est où cette biodiversité? En fait, elle est partout. Elle est partout. Là, aujourd'hui, c'est peut-être l'heure de... Certains ont pris un café avant. Ce café, il est issu de cultures de café qui sont donc, des végétaux, qui sont eux-mêmes pollinisés par des pollinisateurs animaux. On peut parler de nos habits qui ont du coton. On peut parler ne serait-ce que des plantes ou des arbres que l'on voit et qui nous rendent la vie plus agréable. La biodiversité, en fait, vous regardez autour de vous, elle est déjà partout. Et donc, elle nous rend des services. Et ces services en question, ils sont catégorisés. Les services donc, écosystémiques, comme on les appelle. Donc, finalement, la biodiversité, c'est en résumé le premier fournisseur de services à l'humanité. Et ces services, donc, ils sont d'une part des services d'approvisionnement, donc ils nous permettent de nous alimenter. La diversité des écosystèmes nous apporte une diversité d'alimentation. Ils nous permettent de nous habiller, de nous soigner, de construire, de produire, de nous chauffer, de nous éclairer. Des services, donc c'est vraiment absolument fondamental, évidemment, avec quelques chiffres. On a 75% pardon, des cultures alimentaires qui sont aujourd'hui dépendantes de la pollinisation animale. On a 70% des produits anticancéreux qui sont basés sur des produits issus de la nature, soit directement prélevés, soit synthétisés. Donc, c'est fondamental pour notre pharmacopée. Et puis, on a 2 milliards encore de personnes qui dépendent de bois ou de la biomasse pour se chauffer ou cuisiner. Et puis, on a une autre catégorie de services, qui s'appelle les services de régulation, qui permettent conserver un environnement stable et sain. Donc, services de régulation du climat, grâce aux océans, aux forêts, de purification de l'eau, donc la qualité de l'eau et son cycle, la pollinisation, le contrôle de l'érosion. Donc, ça, c'est vraiment des services de régulation pour avoir un endroit vivable. Et puis, les services culturels, donc, qui vont nous apporter du bien-être ou des activités telles que le loisir, le tourisme, l'éducation, l'inspiration même scientifique avec le biomimétisme notamment. Donc, en fait, si on regarde bien, les activités humaines dépendent totalement des services écosystémiques. Et là, on a une autre représentation. Et dans ces services, on peut rajouter des services de support, comme le cycle des nutriments, la photosynthèse ou la formation des sols, qui vont permettre aux autres services de se déployer. Ces services nous sont, donc cette diversité d'écosystèmes, ce qui fait le lien avec le tourisme, mais aussi finalement avec l'immobilier, parce que le tourisme immobilier ont en commun de nous donner des lieux de vie, que ce soit temporaire ou à l'année, mais on recherche des cadres de vie agréables. Et donc, en fait, cette diversité d'écosystèmes nous donne aussi des diversités d'activités touristiques. C'est ça qui fait aussi la richesse de notre pays, parce qu'on a une grande diversité. Et donc, si on regarde tous ces services qui sont majeurs, eh bien, on peut voir qu'ils sont fournis gratuitement. Donc, c'est quand même on a tous ces services offerts par la nature. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur, et certains, comme l'OCDE, se sont essayés à calculer la contribution de ces services rendus par la nature. Et donc, ils sont estimés ça entre 125 000 et 140 000 milliards de dollars par an, soit plus d'une fois et demie le PIB mondial. Donc, voilà, sans nature, on aurait du mal à poursuivre quoi que ce soit comme activité. Alors, cette nature, cette biodiversité, elle nous est fondamentale, elle nous est indispensable, et pourtant, dans le même temps, eh bien, comme dans d'autres domaines, elle est sous pression, on en parle de plus en plus, elle subit, elle perd de sa richesse. Et pourquoi elle est sous pression?
Alors là, je vais essayer de vous faire participer. Vous avez le petit onglet discussion là, du chat. Donc ces pressions-là, je vais vous demander de les mettre, trouver le tiercé gagnant. D'abord, je vous les donne. Donc les 5 grandes pressions scientifiquement catégorisées, repris par l'IPBES, qui en fait structurent toutes les analyses de biodiversité, ce sont la surexploitation des ressources, le changement climatique, les espèces exotiques envahissantes, les pollutions et le changement d'usage des sols. Avant de vous expliquer un peu plus ce qu'il en est de toutes ces notions, est-ce que je vais vous demander de mettre dans le chat, par les lettres que vous voyez à gauche, l'ordre, votre tiercé gagnant de la plus impactante, en commençant par la plus impactante selon vous. Voilà, les mettre dans l'ordre. Je ne sais pas si j'ai été clair. J'ouvre l'onglet discussion. Donc, voilà, donc ça va être DCA, BDE, enfin voilà. Est-ce que je vous laisse du coup un petit temps pour réfléchir. Ah, il y en a qui vont directement sur le... On a une réponse. Oui, on pourrait... Oui, ok. Oui, alors, ne faites pas attention aux chiffres, pardon. Hein, c'est surtout les lettres dans l'ordre, excusez-moi. Peut-être moi, la prochaine fois, j'enlèverai les chiffres. OK. LD. LD. Bien. Bon, très bien. Je vais enchaîner. J'ai vu une bonne réponse. Il y en a qui connaissent leur pression par cœur. C'est très bien. C'est l'objectif de ce webinaire. Je vous soupçonne même d'avoir déjà assisté à un webinaire. Donc, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui. Ça va être effectivement de retenir ces pressions dans l'ordre si on peut. Donc, on a, si ça marche, la première cause de pression sur la biodiversité, c'est le changement d'usage des sols. Qu'est-ce qu'on entend par ce changement d'usage des sols? C'est tout ce qui est artificialisation, urbanisation, agriculture, qui apporte évidemment destruction des habitats et leur fragmentation. Ceci étant, je parle d'impact négatif, ce qui est à souligner, c'est qu'on peut aussi avoir un impact positif en changement d'utilisation des sols, en partant d'un espace urbanisé, artificialisé, et en le restaurant. C'est aussi la beauté de cet enjeu-là, c'est qu'on peut inverser la tendance. Donc, changement d'usage des sols, première pression. Seconde pression, la surexploitation des ressources. Donc là, on en vient à, par exemple, la déforestation, la surpêche, donc toutes les conséquences de notre surconsommation au-delà de ce que la planète peut produire. Le changement climatique n'est que, entre guillemets, la troisième pression, hein, alors on en parle beaucoup, mais évidemment, c'est structurel. Et puis, le changement climatique fait tout pour gagner des places, hein, j'ai envie de dire. Donc, il provoque évidemment, vous le savez, des sécheresses, des inondations, des événements extrêmes, et qui met à mal la biodiversité. Quatrième pression, les pollutions, donc pollution physique, plastique, chimique, thermique, sonore, lumineuse. Donc, on peut faire une ribambelle de pollution qui impacte la biodiversité. Et puis les espèces exotiques envahissantes, qui sont donc des espèces qui sont amenées de leur région d'origine vers d'autres où elles s'adaptent très bien finalement, si bien qu'elles vont perturber, voire complètement déréguler un écosystème en éliminant d'autres espèces endémiques. On peut citer le frelon asiatique comme espèce un peu emblématique de ce sujet-là. Donc, ces 5 pressions-là, dans l'ordre, changement des des sols, surexploitation des ressources, changement climatique, pollution, espèces exotiques envahissantes, c'est mon enjeu aujourd'hui que vous puissiez les retenir. Un petit focus sur climat et biodiversité, parce que vraiment c'est important. Ils sont totalement interdépendants et aujourd'hui c'est établi scientifiquement que le volet environnemental, notre défi environnemental planétaire, il est constitué de ces 2 enjeux. Le climat, le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. De là découle tout le reste. Et ces 2 phénomènes sont en plus interdépendants. On a le changement climatique qui va impacter la biodiversité, on a la dégradation de la biodiversité qui va réalimenter le dérèglement, qui va accélérer le changement climatique, et on a d'un côté la biodiversité, la restauration des écosystèmes peuvent être une solution pour endiguer ou de moins arriver à une décélération du changement climatique. Et ce qui est important de voir, c'est que l'IPBES et le GIEC travaillent désormais main dans la main, ce qui n'était pas le cas jusque-là, pour faire des recommandations conjointes. Donc, vous voyez, c'est le premier rapport qui est sorti.
Alors, de tout cela, vous voyez, il y a des enjeux majeurs qui sortent. Quels sont les risques portés pour les entreprises? D'abord, un petit résumé. Donc, les activités humaines qui sont déclinées par secteur économique. Donc là, on voit le tourisme, la construction de bâtiments, alimentent des facteurs d'érosion, les 5 dont on vient de parler, qui vont impacter la biodiversité, donc l'extraction de l'espace, déclin des populations, donc de l'abondance dont on a parlé, dégrader les écosystèmes et évidemment, in fine, dégrader les services écosystémiques. Cette infographie, je la mets aussi pour résumer, puis aussi pour donner la source, qui est le MEDEF, et qui permet aussi d'exprimer, voilà, de montrer que ce sujet-là, il est pris au sérieux dans toutes les instances et que les entreprises aussi doivent s'en saisir. Donc, en ce qui concerne la biodiversité pour vos secteurs, en résumé, nous on a résumé comme ça ces 3 gros enjeux, on s'est détaillé. Mais d'abord, il y a des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus fortes dans vos secteurs. Donc là, c'est la réglementation qui se renforce sur l'accès au foncier, construire, etc. D'un autre côté, vous avez des clients, des visiteurs qui ont des aspirations de plus en plus fortes pour se rapprocher de la nature. C'est l'effet Covid. Donc aujourd'hui, le tourisme change. Et puis, au milieu de tout ça, il faut quand même pouvoir concilier aussi des problématiques de pouvoir d'achat, de concurrence accrue, de pression sur les prix. Et donc, finalement, si on veut trouver une issue, la biodiversité, du moins le sujet nature, peut être une issue pour à la fois se différencier en tant que structure immobilière ou touristique, générer de l'attractivité et finalement à un coût qui sera beaucoup plus raisonnable que se lancer dans le domaine du luxe ou autre chose. Donc, se rapprocher de la nature, c'est vraiment une solution qui peut permettre de répondre à tous ces enjeux-là et gagner en performance finalement tout en préservant la biodiversité. Donc, avant de rentrer dans ce qu'on peut faire, c'est important de répéter que la biodiversité qui a souvent été cantonnée au seul site, donc OK, on regarde le site, qu'est-ce qu'il y a en place, OK, eh bien, il faut sortir de ce schéma restrictif pour regarder sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise, comme pour l'impact carbone. Donc, on a cette dépendance aux services écosystémiques, on a cette participation aux facteurs d'impact. Et bien, entre les deux, il y a des opportunités qui peuvent être générées pour les entreprises qui vont faire face à des risques spécifiques. Ces risques pour les entreprises, ils sont catégorisés en plusieurs éléments. On dira qu'il y aura les risques physiques, on les appelle, donc aussi appelés risques écologiques ou risques opérationnels, qui sont liés vraiment de nature, liés vraiment à des événements naturels ou naturels provoqués par l'homme, mais type des inondations, sécheresses, etc. Et qui peuvent, pour le tourisme ou le cadre de vie, vont avoir un impact fort. Par exemple, on peut avoir des pertes, des dégradations de paysages, de pertes de sites emblématiques qui vont évidemment couler tous les acteurs touristiques qui sont autour. On a des risques ensuite de transition qui sont tous les autres. Les risques de transition, c'est des risques réglementaires, juridiques. Aujourd'hui, de plus en plus de réglementation juridique. Vous pouvez être attaqué sur vos projets si vous n'avez pas pris soin de traiter ces enjeux de biodiversité. Aujourd'hui, les associations attaquent les projets sur la base d'éléments de protection de la nature et donc de biodiversité. Vous avez des problématiques de financement, et là, M Capital sera très bien placé. L'accès au financement, il est aujourd'hui plus facile pour les entreprises vertueuses, puisque le nombre de fonds d'investissement ou de banques ont des critères ESG, donc environnement, social, gouvernance, et sans compter les primes d'assurance qui vont augmenter au fur et à mesure que les risques vont augmenter, vont croître sur les régions, sur les zones à risque. Et puis enfin, le marché, c'est l'anticipation de ce que veulent vos clients, et puis la réputation, évidemment, si vous êtes pris la main dans le sac en train de porter atteinte à la nature, ça peut vraiment avoir des dommages sur votre réputation et donc sur la pérennité de vos activités. Donc, ces risques et opportunités, nous, on peut les résumer simplement dans cette pyramide où, finalement, ce que ça exprime, c'est qu'en agissant pour la préservation de la biodiversité, on va pouvoir, d'une part, piloter ces risques, donc tous ces risques que vous avez vus, en faire des opportunités, développer sa marque employeur sur un marché de l'emploi qui est parfois tendu et avec des générations qui sont plus conscientes, c'est un marché de l'emploi, de ces enjeux-là. Donc, être plus attractif pour tout le monde, j'ai envie de dire, pour vos clients, pour vos salariés, pour vos investisseurs, et ça pour générer de la performance, in fine, de la performance durable.
Bon, ça c'est très bien. Maintenant, comment concrètement ça peut se passer? Donc, comment agir, comment entamer une action? Alors, on l'a vu, hein, on peut travailler sur différents sujets. Il y a 3 axes majeurs, on va dire. Travailler sur ces sites pour réduire ses impacts, peinture de biodiversité. Il y a sur la chaîne de valeur, donc on peut rechallenger ses fournisseurs, on peut mesurer son empreinte de biodiversité. Et puis sur ses équipes, puisque ce sont vos ambassadeurs, finalement, auprès de toutes vos parties prenantes. Ces 3 catégories, on peut les attaquer selon différents axes également, hein. Donc là, j'en parlais de 5, qui est un avec des... Voilà, on pourrait faire une liste à l'après-vert très très longue, hein, mais l'idée c'est de donner des éléments concrets de ce que l'on peut faire si on veut attaquer le sujet. Et donc, en 1, l'idée c'est de pouvoir réduire ses pressions directes sur la biodiversité, réduire sa pollution lumineuse, les nuisances sonores, ne pas artificialiser, gérer sa consommation d'eau, d'énergie, etc. Tout ça a un rapport, faire le lien à chaque fois avec les 5 facteurs d'impact de pression que j'ai remis en bas, parce que c'est ça qui va permettre de comprendre en quoi on a un impact, on a un lien avec la biodiversité. Donc, il y en a qui sont des enjeux de climat, il y en a qui sont des enjeux de pollution, comme les produits d'entretien. Donc, tout cela, on peut agir dès aujourd'hui. Aussi, dans la conception de ces nouveaux produits, services ou infrastructures, on peut intégrer la biodiversité au cœur de ces nouveaux projets. On peut aussi permettre aux clients d'avoir le choix, hein, de réduire son impact, donc diversifier ses offres. Donc, il faut vraiment qu'il ait une offre, finalement, nature dans tous les segments de l'économie. Favoriser la nature en ville, donc ça, il y a une grosse appétence, hein, de tous les citoyens pour cela. Et si on parle du tourisme, eh bien, essayer d'éviter les effets de concentration en développant des expériences 4 saisons pour éviter cet effet pression d'un coup au même moment, au même endroit des touristes. On peut aussi repenser sa chaîne de valeur. Donc là, ça va être évidemment ses fournisseurs, développer des circuits courts. Donc là, je n'invente rien, c'est connu de tous, mais ça a un vrai impact dans la préservation de la biodiversité, puisqu'on va jouer sur ces pressions-là. Proscrire le jetable, aujourd'hui, c'est vraiment plus utile. Trouver des fournisseurs labellisés ou certifiés, hein, c'est un bon guide. Et puis mesurer son empreinte pour savoir comment faire ensuite pour réduire ses impacts. Enfin, la sensibilisation dont j'ai parlé, donc à commencer par soi-même, c'est-à-dire rester en veille, s'informer, et puis tout ce que l'on engage, essayer de vraiment en parler autour de soi et puis à ses équipes, parce que, comme je disais, ce sont eux qui vont pouvoir être au contact, que ce soit de vos clients, de vos visiteurs, et donc diffuser ces valeurs que vous avez décidé d'incarner. Et puis enfin, régénérer la biodiversité, donc ça c'est plus excitant, j'ai envie de dire, c'est-à-dire sur vos sites, recréer des habitats, des ressources, donc ça peut être des haies, des bosquets. Choisir des cortèges végétaux, donc attention, il y a des référentiels techniques écologiques pour choisir ces végétaux. Ce n'est pas l'idée, peut-être certains d'entre vous ont vu France 5 hier, enfin, moi j'ai vu des choses là-dessus, ou des végétaux qui arrivent dans nos jardineries, évidemment, pas forcément localement. Donc, la bouture, elle est faite au Kenya, c'est envoyé en Hollande, ce sont des serres chauffées et éclairées, et puis ça arrive dans nos jardineries, et puis on est content d'acheter ça, sans le savoir forcément. Donc, quand on a la possibilité en tant qu'entreprise d'agir là-dessus, eh bien, reposez-vous sur des référentiels type végétal local qui garantit la traçabilité d'une collecte en milieu sauvage, diversité génétique, établie, etc., et zones géographiques et respectées. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, dans l'immobilier, on peut intégrer la biodiversité au bâti. Ça, c'est des choses qui existent. On a aujourd'hui les bâtiments sans aspérité, eh bien, on peut créer des nichoirs, mais directement dans le bâti. Et puis, on peut compenser ces impacts aussi par de la compensation volontaire. Donc ça, c'est comme la compensation carbone, mais c'est compensation écologique, et c'est du très concret, puisque là, ça permet de régénérer les écosystèmes en dehors de ces sites. Donc là, on participe vraiment à la régénération de la biodiversité. Et donc, pour vous aider dans tout ça, comment structurer et valoriser? Eh bien, on peut profiter du concept de la RSE, parce que la RSE, maintenant, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises y travaillent. Et donc, dans la RSE, il y a sociétal, et dans sociétal, il y a environnement. Et dans environnement, eh bien, vous avez compris, il y a 2 piliers majeurs, hein, tout le reste. Climat, qui est aujourd'hui relativement abordé, et biodiversité, qui doit se hisser au même niveau,
sans quoi ce serait une erreur d'appréciation sur le niveau des enjeux. Et donc, pour cela, la RSE, et puis il y a des labels qui peuvent aussi vous aider à structurer. Donc, des labels touristiques, du secteur du tourisme, on va dire, comme Clé Verte, J-Panda, voilà, des labels qui intègrent le sujet biodiversité. Pareil au niveau de l'immobilier, on a des labels spécifiques comme Biodiversity ou Finature, et puis Éco-Jardin, qui là n'est pas sur le bâti, mais sur les espaces extérieurs, qui ont des exigences assez spécifiques pour labelliser vos projets. Et puis pour ceux qui voudraient avoir une reconnaissance qui ne soit pas forcément liée à son secteur, mais plus générale, il y a le label Biodiversity Progress, et puis le programme d'entreprise engagée pour la nature, que nous, on aime beaucoup, pour plusieurs raisons. Il est assez pragmatique, et puis il est délivré par l'Office français de la biodiversité. Et donc ça, c'est aussi un signe, un gage, hein, qui est donc l'Office français de la biodiversité, c'est quand même le bras institutionnel de l'État, donc sur tous ces enjeux-là. Donc ce n'est pas un privé. Pour conclure, hein, finalement, il faut savoir se remettre en question. Il faut revoir un peu ces concepts initiaux. Et puis, en résumé, vous voyez, là, on appelle ça la bulle biodiversité. Elle est prête à éclater, hein, sans alarmisme, mais on n'est vraiment pas dans la bonne direction. Et pourquoi? Parce que ces deux cercles concentriques, là, rouges, eh bien, elles font pression sur le reste. On a nos comportements qui sont finalement associés à nos modes de vie, nos niveaux de confort, qui est décuplé par la démographie qui augmente dans une planète limitée. Hein. Tout cela fait pression sur les espèces, hein, végétales, animales, dont on a parlé, et certaines disparaissent, littéralement. Certaines vont essayer de se déplacer, s'adapter, vont diminuer, vont perdre de leur force. Et quand des espèces disparaissent, en fait, vous avez compris, on ne sait pas ce qui va se passer, puisque les écosystèmes se basent sur leur interaction. Donc, au bout d'un moment, ces écosystèmes, en perdant des espèces, ils vont chuter, il va y avoir des résiliences qui vont se perdre, et on va avoir des services écosystémiques qui ne vont plus être rendus aux humains comme on l'attend. Donc, c'est vraiment le fond du problème, il est là, mais on peut encore une fois, parce que je ne veux pas déprimer les gens, on a une option, on peut en fait faire de nos secteurs économiques des leviers pour restaurer, préserver et même vous différencier. Et enfin, bah voilà, ce que je disais, hein, se remettre en question, c'est ça, c'est nos habitudes. On fait souvent des choses parce qu'on a l'habitude de faire comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça. Eh bien, en fait, ce n'est pas une fatalité. Et aujourd'hui, il y a, pour adresser la biodiversité dans les entreprises, des outils, des méthodologies, des solutions concrètes qui sont à votre disposition. Et pour moi, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Kevin, pour cette intervention très intéressante. Merci aussi pour la note d'espoir à la fin. Donc, on a plein de choses à faire. Et justement, peut-être que je vais démarrer, moi, par une question en attendant que nos participants puissent en poser les leurs dans l'onglet questions-réponses. Hein. Je vous rappelle qu'il y a cet onglet dont certains sont déjà servis tout à l'heure. Vous pouvez poser vos questions et je les lirai. Merci, hein, des commentaires qui arrivent. Demain, je veux lancer une démarche de biodiversité, Kevin. Je suis acteur du tourisme. Comment je m'y prends concrètement? Alors, c'est vrai que parfois, on a du mal à se dire comment on fait, par quel bout on le prend, quoi. La biodiversité, parce que c'est large finalement. Donc, en fait, il y a plusieurs bonnes solutions, hein, mais si on veut un peu structurer sans que ce soit trop contraignant, c'est vrai que nous, j'ai dit, on apprécie beaucoup le programme Entreprise engagée pour la nature de l'OFB parce que il permet, il y a deux étapes. Il y a une étape de diagnostic, quelle est ma relation d'entreprise avec la biodiversité en termes d'impact et de dépendance, risque, opportunité, et puis après un plan d'action. Ce plan d'action-là, il ne vous demande pas de faire ci, ça. C'est vous qui décidez ce que vous devez faire. Néanmoins, il faut que ce soit des actions qui sont hors du champ réglementaire et donc qui répondent à des critères SMART, spécifiques, mesurables, additionnels, réalistes et temporellement définis. Donc ça, si vous avez des actions à mettre en œuvre, vous pouvez les encapsuler dans ce programme qui vous donne une reconnaissance. Encore une fois, il est assez flexible. Donc nous, en fait, c'est vrai qu'on travaille avec les entreprises pour les accompagner dans ce sujet-là, parce que à la fois, ça permet de mettre le pied à l'étrier ou de se mettre en selle progressivement,
puisqu'il y a une phase d'imprégnation, et de définir des actions qui sont vraiment cohérentes en fonction de ce que l'on peut faire et de ce qu'on veut. Merci, Kevin. Alors, on a une question ici de Caroline Leclan qui nous demande de quel type d'indicateur mettre en œuvre. Alors là, la question des indicateurs, effectivement, ça va dépendre un peu de chaque activité. Alors, il peut y avoir des indicateurs chaîne de valeur globaux comme l'équivalent enfin, l'alter ego de la tonne équivalent carbone, qui sont donc liés à une mesure d'empreinte biodiversité. Donc là, ce serait la MSA mètre carré, c'est une autre métrique scientifique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, ça vous permet de mesurer votre impact sur la biodiversité tout au long de la chaîne de valeur. Après, si on veut être sur des indicateurs de site, on va avoir des indicateurs de biodiversité urbaine, notamment, qui vont spécifier voilà, les types d'espèces, leur population, etc. Et puis enfin, on peut avoir tous les indicateurs qui sont liés aux pressions que vous exercez. Et donc là, on peut définir les indicateurs selon vos par pression, donc vos consommations d'eau, de produits toxiques, etc. Et donc les réduire. Donc ça dépend si on se place sur le niveau de la pression, au niveau de l'impact que vous voulez mesurer. OK. Donc, en fait, Kevin, si je veux mesurer mon empreinte biodiversité, je m'y prends comme tu viens d'expliquer. Oui, en fait, alors la mesure d'empreinte, hein, c'est vraiment quelque chose d'émergent. Vous connaissez tous le bilan carbone. Voilà, c'est pour mesurer son niveau de contribution négative au changement climatique. Eh bien, jusqu'ici, il n'y avait pas d'équivalent pour l'enjeu de biodiversité. Et donc, la Caisse des dépôts et consignations biodiversité, donc CDC Biodiversité, a travaillé depuis 2015 à élaborer un outil qui s'appelle le Global Biodiversity Score, dont nous, on est donc formés agréés, qui permet justement de faire ça. Donc, en fait, c'est le même principe, on va récolter de la donnée et il y a des facteurs d'impact qui sont associés qui vont permettre de décliner, en fait, d'établir votre impact sur la biodiversité selon le type de pression que vous exercez sur le domaine terrestre ou aquatique, selon votre scope, donc impact direct, impact indirect, donc de fournisseur. Et donc là, vous avez une cartographie qui vous dit, voilà mon activité, à quoi elle donne lieu en termes d'impact et où est-ce que je peux avoir des leviers pour m'améliorer. Merci. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? Sinon, moi, j'en ai encore, Kevin, parce que c'était très, très intéressant. Je vais en poser tout de suite en laissant le temps encore à nos participants de poser les leurs. Tout à l'heure, tu as dit, bon, voilà, on est un acteur du tourisme ou on est un acteur de l'immobilier. On a quand même impacté, évidemment, la biodiversité. Comment est-ce que, avant de pouvoir restaurer ou de pouvoir mettre en place des actions vraiment plus concrètes, on va dire, de restauration notamment, tu as parlé de compensation. Comment est-ce que cette compensation volontaire, ça consiste en quoi en fait? Est-ce que tu peux nous indiquer un peu plus de choses là-dessus? Absolument. Alors, la compensation, elle existe de manière réglementaire pour certaines activités. Hein. Donc, quand vous construisez un nouveau complexe touristique, hein, vous avez une étude d'impact, et puis vous avez un écologue, un bureau d'études naturalistes qui va vous dire, voilà, vous allez éviter d'atteindre cet environnement-là, vous allez réduire vos impacts là-dessus, et puis si ça ne suffit pas, vous allez compenser. Et donc, compenser, ça veut dire trouver des terrains ailleurs et restaurer des écosystèmes. Ou du moins contribuer à les restaurer. Donc cet ensemble réglementaire, en fait, il est tout à fait possible de le faire de manière volontaire. Donc, nous, c'est ce qu'on développe. Ce sont des sites naturels de compensation qui permettent à des entreprises d'acheter non pas des terrains, mais des unités de compensation qui vont correspondre à de la restauration de X mètres carrés ou hectares de terrain en partant d'un site dégradé. C'est dans le principe, hein, le principe de restaurer, c'est de prendre des sites dégradés d'un point de vue écologique, et de les ramener le plus possible de leur écosystème naturel. Donc là, ça demande évidemment des travaux, des investissements, des études, surtout en amont. Et puis, ça demande de l'engagement dans le temps. Donc en fait, ces projets-là, c'est un engagement sur 30 ans. Donc nous, évidemment, c'est ce qu'on propose, c'est qu'à minima 30 ans, avec une somme, eh bien, on peut restaurer les écosystèmes et les suivre pendant 30 ans. Et donc là, on régénère de la biodiversité et on réenclenche les services écosystémiques qui sont là.
Merci Kevin. Alors, Caroline Leclan, qui avait posé la question tout à l'heure sur les indicateurs, nous précise qu'elle n'a pas entendu les exemples d'indicateurs de pression. Alors, indicateur de pression, ça va être relatif aux 5 pressions dont j'ai parlé. Donc, en fait, il n'y a pas une liste d'indicateurs établis, hein, ce n'est pas normé. On peut choisir en fonction de ces enjeux lesquels on veut mettre en place, mais grosso modo, si on parle de changement d'usage des sols, ça va être le nombre de mètres carrés artificialisés ou imperméabilisés, voire désartificialisés ou désimperméabilisés. Ça peut être la quantité de produits éco-labellisés que l'on utilise pour l'entretien ou la quantité de produits phytosanitaires, bon, le mieux c'est 0, ou encore consommation d'eau, d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, donc là, c'est ça les indicateurs de pression, c'est non pas la mesure de l'impact, mais ce qui génère des pressions sur la biodiversité. Donc là, on peut établir les indicateurs qui vont être le plus pertinents par rapport aux activités d'une entreprise, de manière à poursuivre leur progression. C'est ça le concept. Ok, merci. On a une autre question, Kevin, qui s'adresse plutôt aux cibles, effectivement, en complément des entreprises privées. Est-ce que tu aurais des pistes d'action à proposer pour que les collectivités puissent agir? Oui, alors les mairies, etc. Effectivement, alors on a parlé par exemple du programme Entreprise engagée pour la nature. Il y a l'équivalent qui s'appelle Territoire engagé pour la nature. Donc ça permet aussi d'enclencher une action. Ensuite, tout ce qui est sensibilisation, formation, évidemment, on en a parlé récemment, hein, de la formation que devait avoir le gouvernement sur l'écologie, par exemple. Eh bien, certains ont réalisé cela, eh bien, ça peut se faire à tout niveau. Donc, plus mieux nos élus seront formés aux connaissances, évidemment, de ces complexités, finalement, qu'on peut simplifier, hein, comme je viens de le faire, eh bien, plus ils seront à même d'agir en faveur de la biodiversité. Donc sensibilisation, formation. Et puis, il y a tous les labels aussi, hein, label Terre Saine, par exemple, hein, ou encore tout ce qui est aménagement. Hein. On peut faire, si une commune, nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on recherche, hein, je fais pas un appel, mais on cherche des terrains qui sont dégradés pour pouvoir en faire des sites de compensation. Donc là, si une commune a des terrains dont elle ne sait que faire parce qu'il était pollué ou il est dégradé ou parce que voilà, il ne servira à rien spécialement, ou alors on décide de s'en servir pour faire de la nature, et bien là, nous, on peut le transformer. Donc, il y a évidemment beaucoup de choses à faire aussi avec les collectivités. Ok, super. Alors, j'ai deux questions qui arrivent là. Donc, est-ce que tu aurais des exemples de projets ou d'entreprises qui se chargent de la restauration des écosystèmes? Nous, on en a pour les Pyrénées, par exemple. Pour les quoi, pardon? Pour la restauration des écosystèmes. Oui. Alors, en fait, des exemples d'entreprises qui ont fait ça ou des exemples d'entreprises qui font… Qui se chargent de la restauration. Qui se chargent de cette restauration. Nous, on propose de faire de la restauration d'écosystèmes, donc le bâti naturel de compensation. Après, quand on fait de la restauration, on ne va pas travailler seul. Hein. Ce sera pareil pour tous les autres acteurs. C'est un projet global, il faut sécuriser, il faut trouver du foncier, le sécuriser. Il y a des contrats, il y a aussi sécurisation dans le temps. Donc, il y a plusieurs possibilités entre les ORE, les fiducies, etc. Donc, il faut vraiment que ce soit très solide pour éviter que l'entreprise puisse en fait ne plus assurer cet entretien. Et donc, nous, on va travailler aussi avec des bureaux d'études, des naturalistes, pour évidemment concevoir quel est l'écosystème de référence et comment on va essayer de l'atteindre. Et puis, l'entretien dans le temps. Donc, on va travailler avec des entreprises, c'est une sorte de consortium finalement, où nous, on a une responsabilité globale pour mener à bien le projet. Et après, on peut avoir ces unités de compensation donc, à disposition de ceux qui veulent investir dans la nature. Ok, merci Kevin. Vous n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin de plus de renseignements, à continuer à écrire pendant qu'on est encore ensemble. Et puis après, évidemment, vous avez aussi les coordonnées hein, qui s'affichent sur la slide. Il y a une dernière question rapide qui vient de M. Fabre, qui est le nouveau directeur d'un établissement thermal à Barège-Tourmalet et qui est en charge en parallèle d'un projet de réhabilitation d'un ancien bâtiment d'hébergement collectif. Et il voulait savoir si vous étiez à même de les accompagner, sachant que
que dans son ancien métier de directeur de station de ski, il y avait une société qui pouvait les accompagner dans leurs projets et l'impact de ces projets-là. Alors, ça se discute en tout cas. Il faut voir effectivement le degré d'accompagnement ou le périmètre. Nous, on n'est pas un acteur du bâtiment. Par contre, la réhabilitation d'un bâtiment, voilà, c'est que mettre dans le cahier des charges pour justement être en phase avec ces enjeux de biodiversité. Oui. Oui. Comment envisager les extérieurs? Oui. Tout ça, oui, on peut l'accompagner. C'est ce qu'on fait. Voilà, notre valeur ajoutée, elle est là. Effectivement, c'est de pouvoir concilier des projets avec l'enjeu de biodiversité. Donc oui, avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me contacter en parallèle à la suite pour échanger de manière un peu plus approfondie sur le sujet. Sur le sujet, super, merci. Ok, donc Monsieur Fabre te contactera, Kevin. Il vient de le préciser. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Kevin, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? On est bien à l'heure. Formidable. Ben écoutez, moi, je trouve ça super qu'il y ait des gens qui se connectent pour écouter ce qu'est l'enjeu de biodiversité. Donc, il y a un vrai changement quand même par rapport à ce qu'il y a quelques années. Et c'est important de faire sortir la biodiversité d'actions un peu isolées et de la mettre au cœur voilà, il ne faut pas avoir de mots, de stratégie aussi des entreprises dans leur cadre de leur politique RSE. Donc, moi, je suis ravi de cette invitation-là. Et puis, voilà, il faut toujours faire le parallèle, ou du moins se dire, l'objectif, c'est que le sujet de biodiversité soit pris au même niveau que le climat. C'est indispensable. Et c'est encore le sujet, maintenant, on en parle, enfin, hier encore, on en parlait, voilà, si on regarde la télé, il y avait encore ces sujets-là qui étaient là, Jacques Attali qui en parlait, enfin, tout le monde en parle, maintenant, c'est devenu un sujet qui est partout et il s'immisce dans les entreprises, dans les CODIR. Et la différence, il y a quelques temps, il y a vraiment des méthodologies, des outils qui permettent cela, et, comme pour le carbone. Voilà, c'est un changement qui est vraiment en marche. Ok, merci. Merci beaucoup, Kevin. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. J'ai eu une question tout à l'heure pour savoir si le lien pouvait être partagé avec des proches. Bien évidemment, oui. Ce sujet est très important et mérite d'être diffusé le plus largement possible. Je vais aussi préciser que c'est le premier webinaire qui est mené par le Lab ESG de M Capital, sachant qu'M Capital fait des webinaires très, très régulièrement et je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux tout ce que nous faisons, tout ce que nous publions. Et bien sûr, vous serez invités dans pas très longtemps pour d'autres rendez-vous. Merci beaucoup, Kevin. Vos coordonnées à Blooming, Mathieu et toi sont inscrits toujours là. J'espère que vous avez eu le temps de les prendre. Sinon, de toute façon, on vous les remettra dans le mail qui va suivre. Et puis, il y a des très bons commentaires. Merci beaucoup à tous. Et puis, écoutez, à très bientôt. Très bonne journée à tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.